Des heures que je traîne au macaque avec Alberto et les autres. Je commence à me faire chier sec. Je cherche une excuse pour tirer ou quelqu'un à ramener chez moi. La grosse allumette me plaît pas du tout, mais c'est la seule qui mate. Ça fait un moment qu'elle me colle le cul et moi j'en ai rien à foutre. Ça fait quelque chose, mais si elle continue à me coller au cul alors que moi j'en ai rien à foutre, c'est qu'elle vaut pas le goût. Je demande à la grosse allumette si tu peux que je l'arrête quelque part parce que je t'en vais. Elle n'attendait que ça. On a bouclé tous les longs 60 km. Je me garde chez elle. Moteur allumé. Et je la regarde. La grosse allumette dit que si je veux, je peux éteindre le moteur ou les sorts que je laisse tourner pour chauffer la voiture. Moi il fait chaud. Elle me dit que je suis un drôle de type. Je comprends qu'elle n'entend pas comme moi, mais ça me fait plaisir quand même. Je réponds par un sourire antipathique et aguichant. Elle dit alors, salut. Elle m'embrasse. J'ouvre la bouche. Elle est pour salon. Donnant, je lui fous ma main dans la petite culotte. Elle fait ça gêner. Non, s'il te plaît. Je me résigne facile, mais vu que j'ai roulé 60 km, je déboutonne mon jean, je lui prends la main. Et je la pousse sur ma bite. Elle me branche, je jouis dans mon froc. Elle veut me dire des choses, mais je regarde, J'attends pas qu'elle rentre chez elle, je passe la marche arrière et je me casse. Me voilà en train de rouler comme un fou. J'ai qu'une envie, c'est de me rincer la bite. Le sport me sèche et commence à coller. Ça me démange. Je fous la main dans mon froc pour décoller une touffe et là, bam, l'airbag m'explose à la gueule. Quand je lève tous les jours, je les jambes et je descends la voiture. Je suis sur la nationale qui mène chez moi, à droite et désert. Il y a qu'un arbre sur les côtés, celui dans lequel j'ai foncé. La voiture, c'est une épave. plus moyen de la bouger. Tout en pensant à ce qu'il faudrait faire, je me mets à marcher pour faire connaissance avec les fossés. Les fossés sont trempés et pleins d'ordures. À la fin de la balade, je rentre dans la voiture, j'allume le look pour prendre mon portable. J'ai du sang sur une chaussure alors je pensais que j'avais rien. Je retire ma chaussure, je m'inspecte. Putain, je me suis rien fait du tout, mais j'ai une chaussure sale. Je descends de voiture, pieds nus, on dirait Cendrillon pété après le bal. Surtout dans le fossé mouillé et dégueulasse, on voit que dalle tellement il fait noir. Je marche sur du mou, je mets la main, un pied nu. Une autre Cendrillon pétée après le bal. Je pense que c'est Lourd, un compte tout froid. Je pense que c'est un record pour ma main. C'est un record pour ma main. J'ai un ticket avec une cadavre. J'ai pas la trousse dans la Jack, voiture 43, dans sa chenille, on a écouté un 10 de preuve numéro 1. Une dolle, un 10 dans un arbre, que la gendarmerie a impatiemment de faire enlever. Un gars en état de choc qui va rentrer avec les Vénéens. Une jeune fille nue dans un fossé qui attend les salogistes. C'est la poisse, jeune fille blanche, Nu, morte assassinée. ça fait scoop. Et avec les scoops, on voit si mal. Il est 4h du matin. On envoie la petite morte du thé de midi. Et moi, il faut que je trouve l'assassin avant le dîner du soir. Sans boîte d'Italie que des cauchemars. Les journaux en remettent. Après-demain, je refais la une et dans les 2 jours, j'ai plus de journalistes que de témoins. Il me reste 16 heures avant le JT du soir, donc 16 heures pour donner un nom à l'assassin et je n'ai toujours pas celui de la victime. Et pendant que je calcule, il me reste plus que 15h59 minutes. Je suis quelqu'un qui garde son sang-froid. En 1 minute, la température d'un cadavre baisse d'1 degré. Toujours pas que Dr Cristofolini. Et plus on attend, plus il sera difficile de délivrer un rapport précis. En 1 minute, l'assassin ajoute 4 crevasses magnifiques. Et si ton cadavre, il parcourt 2 km. Si on tient compte du fait que le cadavre est déjà froid, Pour ce que j'en sais, mon homme peut bien être au Maroc alors qu'il est. Et pendant qu'il se balade au Maroc, Je n'ai plus que 15h58 minutes avant que la morte locale ne devienne une morte nationale. J'aperçois le collègue Lucie qui tourne en rond au milieu des infirmiers et des collègues de la gendarmerie. Il me montre la victime et me demande. elle est morte. Ah, morte? Je fais. Lucie hésite, il est en train de rendre le procès verbal. non. Comment elle est? Mal. La position Abdominal. Lucie, satisfait, écrit sur le procès verbal. Abdominal. Voilà. Abdominal. Et quand elle est ventre en l'air, dorsale. Le médecin légiste est arrivé et a commencé son travail. J'ai 15h55 minutes pour résoudre l'affaire et l'agent Lucie est très content d'avoir appris un nouveau mot. J'allume une cigarette et je m'agenouille près du docteur Cristofolini. Il est grand temps que je comprenne à qui j'ai affaire.
Elle est boulotte, mignonne, les cheveux noirs, la peau très claire. Quelques vergetures sur les fesses me rappellent une ex avec laquelle j'ai rompu il y a 2 ans. Je ne pensais plus flic en crise, je me dis. Je la mets de côté vite fait parce que je ne suis ni vieux ni en crise. Le dos et le cou présentent sous les cheveux longs et peints une vingtaine d'hématomes de 2 à 4 cm de diamètre. Aucun ne semble être la cause possible de décès. Mon bleu long, sans vernis, dépassant légèrement des dernières phalanges. Traces de sang sous ceux de l'index et du médium de la main droite. Le docteur Cristofolini retire le thermomètre du cul et dit 3 heures environ. Je pense à l'endroit où je me trouvais à 1h du matin ce soir-là. À l'endroit où se trouvait mon suspect numéro 1. Je pense aux personnes qui rôdaient par ici, aux voitures qui pouvaient bien passer dans cette rue. Le photographe prend encore 2 ou 3 clichés du corps avant qu'on le retourne. Maintenant, nous la voyons de face. Le médecin légiste Mormon. Interdit aux moins de 16 ans. Je pense au JT du soir et je ne réponds rien. Hématomes de dimensions variables sur tout le corps. Les yeux gonflés se distinguent difficilement au milieu de l'épaisse buis de sang et de boue qui recouvre le visage. Flash. Le docteur Cristofolini lui fait un brin de toile. Cloison nasale incisive fracturée, hématome, entaille. Puis il demande un examen gynécologique pour vérifier d'éventuelles traces de viol. Il écrit mort violente sur le certificat et se remet à l'autopsie pour la cause du décès. Flash. Je donne les instructions pour qu'on enlève le corps. Je demande au docteur Cristofolini des précisions qu'il ne veut pas me donner sur la nature des hématomes. Il est évasif, il y a un court moment qui dure entre nous, je le regarde et vais droit au but. Elle est morte de quoi? Dans quelques heures, nous aurons les résultats de l'autopsie. Docteur, je n'ai pas le temps d'attendre la vérité. Votre tâche est de la certifier, la mienne de l'anticiper. Bah, mon impression pour le moment, c'est que la victime est morte suite aux coups et blessures. Il nous demande si nous voulons qu'une voiture vienne nous chercher. Mario est en train de mettre son souligné, je lui pose la question et il répond. Je sais conduire, tu crois pas? J'aurais préféré qu'on vienne me chercher, parce que c'est nerveux et vraiment dangereux au volant. Mais il aurait monté de la façon qui n'a pas moins discuté. Je le regarde conduire, je regarde son visage et son costume, éclairé à intervalles réguliers par les réverbères et les premières lueurs de l'aube. Il est tendu et élégant comme le jour où nous nous sommes mariés. Peut-être était-ce pareil le jour où il est venu à l'hôpital pour les choses de la petite. C'était il y a 22 ans. Il roulait vers le même hôpital. C'était le début. Là, c'est peut-être la fin. Ça lui paraît inouï un jour comme aujourd'hui de ne pas trouver place devant l'hôpital. Devant l'entrée de la morgue, il y a une ambulance ouverte. Je jette un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y a pas de civière, mais 2 taches de sang au sol. Quelque chose se brise en moi comme si tout à coup j'allais avoir mes règles. Mon mari me serre la main brusquement. Maintenant, je sais. Nous allons voir le corps de ma fille. Les portes de l'hôpital se sont refermées derrière nous. Un policier en uniforme vient à notre rencontre. Il a le regard fuyant et parle à voix basse. Ça me fait un drôle d'effet. Le dernier avec qui j'ai parlé, c'était en 69. Il me hurlait dessus. La mort de ma fille mérite autre chose que les minauderies de circonstances du représentant d'un corps fasciste que j'exècre toujours. Monsieur Madame Orlando, je veux voir Lisa. Mario referme sa main sur la mienne comme pour dire Chérie, on a l'air de quoi? je l'exècre lui avec ce costume bleu ligné qui a fait ma joie il y a 30 ans. Le corps est ici, si vous voulez bien suivre. Il nous mène à elle, tumifiée, gonflée, nue. Nue telle qu'elle ne se montrait plus depuis des années. Je regarde le policier qui attend une réponse. C'est Elisa Orlando, ma fille. Voici ses papiers et je lui donne. Suis un instant de geste stupide. Qui sort? Nous d'abord Ou bien lui, comment ça marche? Le policier ne réagit pas. Peut-être avons-nous le choix. Mario continue de regarder la petite et murmure. Trouvez les salauds qui ont fait ça. j'éprouve une tendresse inouïe en entendant inventer ces mots qui ne lui ressemblent pas. Il est tout petit et tout à coup je l'aime à nouveau comme si je découvrais quelque chose de très beau qu'il ne m'a jamais montré. Le policier répond Je vis pour ça. et il est en train de tourner. J'attends devant la salle où il s'apprête à éventrer Elisa parce qu'il pense que l'assassin se cache dans ce boyau. L'inspecteur vient vers nous. Il voudrait nous poser quelques questions. J'accepte. Nous nous asseyons dans le poste de police de l'hôpital. Une petite table avec une radio, heureusement éteinte. Il dépose sur la table un petit calepin où il ne note presque rien. Après quelques questions, je me rends compte que je ne peux rien lui apprendre. Petits amis, lieu de sortie préféré, groupe de copains, avec remarqué quelque chose d'apparemment. Je réprime inévitable instant de réponse. Demandez-lui. Menace? Non. Coup de suspect? Non. Perversion sexuelle? Et qui n'en a pas? Il se lève, fait le tour du bureau, vient se placer dans mon dos. Il me met mal à l'aise, mais je ne veux pas me retourner. Il pose une main sur mon épaule, je sursaute. Madame Orlando, ce qui vous arrive est terrible. Que vous m'autorisiez nullement à m'immiscer dans les affaires privées de votre fille est tout à fait compréhensible. Je ne la connaissais pas, je ne l'aimais pas. Ça fait une grande différence entre nous.
Je n'ai ni le temps ni l'envie de vous raconter pourquoi je fais ce métier, mais j'ai besoin de votre aide pour éviter que ce qui est arrivé à votre fille n'arrive à d'autres. C'est un discours stupide et sentimental. On se croirait dans un téléfilm. Et il le dit. Il ne le dit que pour me soutirer les informations. Et ce porc me traite comme une oie, réticente, et je m'entoure violemment sur ma chaise. Il est encore debout derrière moi, je lui entoure la poitrine, et j'éclose en sanglots pendant 5 bonnes minutes, trempant toute sa chemise. Tout va bien. Vous pouvez disposer, monsieur. Tout va bien. Il se rassied de l'autre côté du bureau. Je voudrais excuser ma crise de larmes, je ne le fais pas. Pourriez-vous, madame Orlando, me raconter votre journée d'hier? Je lui dis tout ce dont je me souviens. Il me remercie, me donne son numéro de téléphone, au cas où un détail utile me reviendrait. M'accompagne. Nous sortons de la pièce et il s'en va chercher les secrets cachés dans les viscères de ma fille. Je retrouve mon mari qui m'attend en costume liné. Il me regarde comme si je sortais de chez le dentiste. Pourquoi ne suis-je pas parvenue à pleurer avec l'inspecteur? Longue journée. Le samedi, il y a toujours un boulot de fou. J'ai fait une connerie. J'ai accepté le client d'un pote. Voilà, avec une merde à 2000 avec ce client. Bien sûr, le fils de pute qui m'a refilé le client, pas les 2000 €. La preuve, c'est qu'il est à sec. Moi, je sais pas où les trouver. J'ai une semaine avant que les mecs de Milan se ramènent pour me faire la peau. Toi, pour me calmer les boules, mon cul qu'elle se calme, alors j'en profite pour aller trouver une pote en question, il n'y a que ça à faire, et il faut que ça se fasse. Je le trouve au Mamour. Prenne la garde. C'est pas un bar à dealer, mais il y traîne tout le temps. C'est clair qu'il a pas encore eu le temps de se laisser passer. N'empêche qu'il doit bien se tuter, vu que quand j'entre, il est toujours nerveux et me demande ce que je bois. Un apéro à 2000 €, je fais à la barmaid. La barmaid sourit parce qu'on lui a appris à sourire quand elle piche pas les feintes. Et voilà le pote en question qui se met à reculer. Voilà, minute, Je sais pas quoi tu poses, mais si tu penses que... Et un tas de conneries du genre, jusqu'à ce que je coince contre une machine à sous. Alors je lui dis Franco qu'il a deux possibilités. Soit je le tabasse, soit je le fais tabasser. Et ça sera pire. Il choisit la première, nous passons dans l'arrière-boutique. Après un quart d'heure, je lui demande s'il a besoin d'une ambulance ou s'il se débrouille seul. Il choisit l'ambulance. Je rends son portable et je me tire. Tadam! J'ai pas résolu mon problème, mais je me sens plus cool. J'arrive chez moi, la porte est ouverte. Putain! Tu vas pas me dire que les gars de Milan ont déjà carré le truc. Si c'est mon connard de pote qui veut remettre ça, c'est qu'il est vraiment couillon. Et puis, vu dans l'état dans lequel je l'ai laissé, ça paraît compliqué qu'il tente le coup. Bref, je vérifie que mon flingue est à sa place, dans sa poche, et je vais la poule dans la chambre. Qu'est-ce que tu veux? Je passais par là et je me suis dit que tu pouvais m'offrir un café. J'en ai pas et j'ai rien fait. Et moi, je t'ai encore rien mis sur le dos. Je veux juste Juste un peu, c'est dommage pour le café, j'ai une nuit longue et difficile. Avec À qui le dis-tu? Avec toutes les couilles qui me sont tombées dessus, il fallait que ça termine avec cet inspecteur fouille merde de saleté chez moi. Je lui demande ce qu'il veut, il continue à me bassiner avec son café. J'ouvre une armoire de cuisine, il n'y a pas de café. Je me retourne, il a en main la photo d'une jeune femme, il me demande si je connais. Je connais pas. Tu n'as pas bien regardé, viens voir là si tu la connais. Il me l'a joué aimable, c'est signe que c'est pas une connerie. Je prends la photo, je la regarde, je la connais pas. Baf! Il me floque une baffe que je mérite pas, je lui dis putain, tu veux quoi? Je tiens dans la merde jusque-là. Il en a rien à battre de mon merdier. Il trouve que je devrais la connaître. Celle qui fait de la théorie. Les hommes achètent avec du fric. Les femmes avec le cul. C'était un beau brin de fille. Elle aimait la poudre. Donc, tu connais le fils de pute qui lui en a vendu. Je lui dis que son esprit est mon sperme, qu'il m'inculpe, autrement qu'il me lâche. Baf! Il me flanque une baffe. Il me dit que si je vais au shop me branler dans une tasse à café, il vérifie tout de suite. Il sait que c'est pas moi. N'empêche, ces jours-ci, je vends pas mal. Et si je lui file pas un coup de main, il coule chez moi. Je trouve tout ce qu'il faut, saisit. Et me fait coffrer. S'il le dit, c'est qu'il va le faire. S'il le fait, je suis toujours dans la merde avec ceux de Milan. Et quand je sors, c'est le bordel. Alors je fais semblant de collaborer et j'examine la photo comme si je la reconnaissais pas. Je savais même pas qu'elle était morte. Je suis réglo, mais j'ai pas envie de lui dire tout ce que je sais. Le laisser mariner peut m'être utile, je sais pas encore comment, mais je veux du temps pour y penser. En attendant, j'ai une idée sympa. Je lui dis que le connard que j'ai envoyé à l'hosto, c'est des choses, histoire qu'il aille lui casser les couilles. Chris attend sûrement une fausse piste et joue le jeu sans se fâcher. Mais il faut quand même que je lui en donne une bonne. Alors je lui dis que je suis pas sûr, mais que la fille était de ma caque hier. À quelle heure? Avant qu'on la tue! Baf! À quelle heure? Genre 10 heures! Il est un peu déçu, il demande avec qui elle était. Je les connaissais pas. Il me demande de réfléchir. Non, je les connaissais pas. Il demande si elle était saoule. Je lui dis que un samedi soir dans un bar, tout le monde est sous, et sauf si quelqu'un te jette dans les chips, bah tu fais pas gaffe.
Il me demande si j'ai dealé au macaque. Je réponds que je peux pas donner de nom, question de dignité professionnelle. On tombe d'accord, il m'emmènera une liste des personnes à qui j'ai vendu au macaque et moi je dois dire oui ou non. Il dit que si je ne suis pas là dès qu'il a besoin de moi, il me fera passer un mauvais quart d'heure. Je lui dis que le quart d'heure dure depuis un bon moment, et à la fin il me lâche. J'ai plus envie de me brûler le petit pétard du dodo. J'aime pas. Je fume. Et je m'étends sur le canapé. Bonjour commissaire. Pardon, inspecteur. Non, plutôt bien. Ça a été un peu dur avec mes parents, mais moi ça va. Non, oui, bon, je dormais, mais pas de problème. Qui ça? Elisa Rolando. Je pourrais pas lui dire, je crois pas. Oui, j'étais au macaque. Pourquoi? Comment ça? Boulotte, chaton foncé, 22 ans. Et c'est qui ses copains? Ah ok, vous savez pas. Mais elle était au macaque. Bah là comme ça, je vois pas, il y en a du monde là-bas. Oui, moi à 10h j'y étais. Quoi? Elle est morte? Oh putain! Ah c'est celle que j'ai! Oh putain, dis donc putain! Ah non, excusez-moi, c'est que... permettez que j'essaye de... Oui, avec une photo, oui, des fois. Ok, très bien. Au revoir. Non, on a pas Ah non, attendez, j'ai pas de voiture. Lucie, très bien, Lucie. En bas dans 10 minutes. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Y'a personne qui a une idée là? Putain, qu'est-ce que tu fais? Allô Alberto? Salut. Non, c'est important. Va te faire foutre, je sais qu'il est 7h. Mais putain, je me doute que tu pètes encore, on est dimanche, je devrais piger que c'est important. T'étais à deux doigts? C'est qui? Merde, excuse, mais c'est qui? Oh la gueule. Non, mais c'est que je voyais comment ça tournait hier et que t'en avais pas grand chose à foutre, alors je me doutais pas que... Bon, non, c'est important. Écoute, si je te dis Elisa Orlando, tu penses à quoi? Fesse molle. Putain, il est sérieux. Mais non, je la drague pas. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit mignonne. Mais je te dis que je la drague pas. Chipo peut pas me casser la gueule. Elisa Orlando est morte. Je t'avais dit que c'était important. Si je t'appelle, c'est parce que je veux des informations. Mais non, je balancerai pas ton nom. Attends une minute. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Non, toi, tu vas te faire foutre. Tu t'appelles parce que j'ai un problème et toi, tu me réponds. Oh, putain, on vient me chercher. Qu'est-ce que je fais? Que je la connais pas. Oui, mais s'il me torture et s'il me coince pour faux témoignage. 12 heures avant que je du soir et 25 que je ne dors pas. C'est bon, je ne suis plus qu'une bouille de café et de nicotine. Demi-croissant. Et Si j'avais pas dit que Bob le serait, je pisserais par le cul. Mais mon estomac, c'est une autre histoire. Je me suis arrêté 1 heure. Je me suis enfermée dans mon bureau et je joue au petit biologiste. J'ai collé les photos de cadavres au centre de la feuille et j'essaie de placer les autres autour. Mais je n'y arrive pas. Parce que je ne sais pas qui est cette Elisa. Toujours pareil. Tu commences par les parents, ils s'extasient sur la réussite des enfants en fac, des gens qui se multiplient modèles, jamais de soucis, plein d'amis. Elle sortait uniquement le samedi, s'intéressait à tout. Après l'autopsie, tu découvres qu'elle shootait à la côte. Tu reçois les résultats de la test et tu apprends qu'elles sont envoyées alors avec tout ce qui bouge. Je veux la touche. Mon dealer préféré. m'a envoyé à l'hôpital voir un crétin qui ne l'avait jamais vu. J'ai J'ai perdu une demi-heure. Le témoin numéro 1 fait semblant de ne pas la connaître pendant près de 4 minutes. Di Paolo est revenu avec les voix et la matraque. Le témoin a parlé pendant 40 minutes sans s'arrêter, a bu 4 litres d'eau et resté 10 minutes aux toilettes, puis Lucie l'a ramené chez lui. Il la connaissait de vue, mais se souvenait d'elle, le macaque. Le graphiste lui a fait un dessin, il l'a reconnu. Il ne se souvenait pas des personnes à sa table, mais est apparu un certain Alberto. Un gars qui a couché avec elle, je crois, mais je vous en supplie, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Il t'a paru aussi un petit copain, une sorte de protecteur, genre qui te casse ses côtes, t'approches d'elle. Il s'appelle Jipo, il a été testé plusieurs fois pour deal. Je vois qui c'est, je ne sais pas où le trouver, mais mon dealer préféré sûrement. Di Paolo lui pose d'autres questions, mais le témoin a peur, il la ferme. Di Paolo comprend qu'il a trop fait le méchant et m'appelle. Je renvoie Di Paolo, je joue au papa avec le témoin, il me fait une grande révélation. Vous savez, commissaire, excusez-moi, inspecteur. Nous les jeunes, nous tous quoi. On n'est pas des toxicos, rien à voir, juste un petit pétard de temps en temps, c'est comme une clope, mais ça peut être un peu plus quoi.
mais pas ceux qui fréquentaient la fille Orlando. Eux, ils y vont fort. À la coke! Il paraît même qu'ils se piquent. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je veux juste... Juste me casser, m'amuser avec mes potes et puis basta, on rentre à la maison. Je le remercie. Je lui dis d'y aller mollo avec la coke, d'éviter les pétards et de ne jamais se piquer. Il dit de nous rappeler une fois qu'en y repensant et se souviendrait de quelque chose qu'il aurait oublié. De le faire ramener chez lui et que je rentre dans mon bureau pour regarder mes travaux de petit biologiste. Je trouve 2 messages. Le préfet et ma femme. Ta femme t'inquiète. Moi, c'est le préfet qui m'inquiète. Les cigarettes, j'appelle Di Paolo. Je lui dis d'attendre le retour de Mussy et d'aller chercher cet Alberto qui s'est envoyé la fille Orlando. D'y aller mollo et de revenir avec une déposition. J'appelle ma femme, elle me dit de manger quelque chose et d'y aller mollo avec le café et les cigarettes parce que j'ai fait un début d'ulcère le mois dernier et que je ne peux plus prendre d'aspirine. J'en ai aucune envie mais je dois appeler le préfet. Je le fais. Il veut que je lui raconte où on en est. Je lui dis que ça sent l'histoire de drogue. Le crime Orlando fait peur. Les gens se disent que ça peut leur arriver à toutes les gens et on doit en tenir compte. Il n'a même pas voulu savoir de quoi elle était morte. J'ai des boules. Je veux du silence. Il veut de la pub. Il faut que je trouve Di Paolo, le putain de con que je leur filais la cam. J'appelle mon dealer préféré, je laisse le mot du foie puis me raccroche au nez. Putain, répondeur, la ruina, rappelle-moi, ou ça va prendre 5 minutes, je vais envoyer quelqu'un, je vais le faire démonter. Dring, 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 dring. Inspecteur Salty, il y a un certain Laruina qui voudrait vous parler. Putain, le con, passez-le-moi. La ruina, t'appelles le 113 maintenant? Je veux pas savoir. Par contre, je voudrais savoir, c'est est-ce que tu connais un certain Chippo? Justement, inspecteur. Je voulais vous en parler. J'arrive pas à mettre la main dessus. Votre Jippo, il me doit du fric, d'accord? Ça fait une plombe que je cherche. Mais ce connard s'est volatilisé. Et en même temps, Je me suis dit, il était à la colle avec votre petite morte. il a de bonnes raisons de se planquer à mon avis. Enfin, du coup, Ce que je vous propose, inspecteur, vu qu'on cherche le même type, c'est tout simple. Si je le trouve en premier, je le cuisine et ensuite, Tranquillement. je vous l'amène. Sinon on fait l'inverse. Deal? Je sais que je ne respecterai pas le pacte, mais je sais faire une fraude. Je décide d'organiser une filature. J'aurais besoin d'une équipe, mais je ne vais rien demander au préfet. Je vais t'adresser aux nouveaux agents recrutés. Il y a un petit jeune très débrouillard qui s'appelle Caminati. Je lui donnerai de quitter son bureau, de se faire un look, de prendre sa voiture et de se poster en bas de chez Larmina. Il est tout content d'être à la criminelle. Il me dit, monsieur l'inspecteur Salty, je ne vous décevrai pas. Je ne lui dis pas que c'est la première fois qu'on m'appelle monsieur. Je prends une voiture et je file à la recherche de Jippo. À 6h30 du mat, je viens à peine de m'envoyer le petit pétard du dodo. Dodo mon cul, parce qu'en plus je prenais avec les mecs de Milan, j'ai aussi Salty sur le dos. Et comme ça, vu que j'arrive pas à dormir et que je suis passablement pété, il me vient une idée conne à première vue. Le mec d'Elisa est mon client, il a plutôt l'air d'un toxico que d'un revendeur. Quoi qu'il en soit, c'est un mec qui a toujours resté chez moi et qui a toujours payé cash. Je me dis que le problème avec Salty peut m'aider à en résoudre un autre. J'ai pas encore réfléchi au comment. Peut-être à cause de l'excitation, parce qu'on vient tout juste de lui buter sa gonzesse. Ou que si ça se trouve, il n'en sait encore rien. Ou que si ça se trouve, c'est lui qui l'a buté. Quoi qu'il en soit, j'ai la vilaine envie d'appeler direct le dépôt. Je file à la cabine téléphonique la plus proche, parce qu'avec le portable on sait jamais, avec le mien, on peut la visiter, il se comprend qu'il est sur écoute. Le mec décroche comme si de rien n'était, genre normal que je l'appelle à 6h30 du mat. Donc je lui dis comme si de rien n'était que j'ai une demi-affaire entre les mains et que j'ai tout de suite pensé à lui. Le mec me doit 4000. D'habitude il veut pas aux as, mais là il attend. Moi je les dois à des types qui n'attendent pas. Donc si lui, Jippo, me file ses 2000 tout de suite, je lui revends ma dette de 4000. Ça me paraît cool. Là il la joue bougon, il dit que ça pue le coup foireux, qu'il achète pas les dettes aux gens qu'il connaît pas. Je lui demande comment ça va avec Elisa. Qu'est-ce que t'as pu te foutre? Je voulais savoir, c'est toi qui l'as tué parce que tu supportais plus d'être avec une fille moins con que toi, ou c'est eux pour te faire comprendre qu'elle supportait plus d'être avec un mec encore plus con qu'eux? C'est quoi ces conneries? La ruina! De quoi tu causes? Rien. Je suis juste en train de t'annoncer que t'es dans la merde. Espèce de fils de pute! Calme-toi, vieux, j'en ai rien à cirer qui l'a buté, moi. C'est pas ton problème, c'est le tien. C'est pas mon problème, c'est le tien. Juste, la criminelle m'a cuisiné et j'ai fermé ma gueule parce que je suis pas une balance et que t'es un pote. Là-dessus, t'es tranquille. Mais tu vois, du coup, tu m'en dois une. Donc, je te propose juste de te racheter direct, histoire qu'on se prenne plus la tête avec ça. C'est du chantage. T'es con ou quoi? C'est une faveur. Et si je le fais pas? Si tu le fais pas, va falloir que je dise aux flics que j'avais trop de bordel dans la tête, mais que maintenant un tas de trucs me sont revenus, et patati et patata. Rendez-vous dans 1 heure au Mamour, avec 2000 ennemis, sois pas en retard. Et voilà 7h30 devant le bar, planqué là où j'ai l'habitude de contrôler les allées et venues. À 8h moins le quart, pas d'entrée, ni de sortie, ni lui, ni personne qui lui ressemble. Alors j'entre, je bois un café, jette un coup d'œil au chiottes, je l'appelle sur son portable, il a disparu. Alors je rentre chez moi et je me dis qu'il est à 2 points de sécurité. Soit je lui ai foutu les jetons,
et il essaie vraiment de tirer chez sa grand-mère, soit je lui ai pas foutu et il s'en bat les couilles. Pour la première fois, je suis traversé par le doute qu'il l'ait vraiment buté. Dans ce cas, il pourrait bien me tuer à mon tour. Si c'est quelqu'un qui l'a tué pour le faire chier, me voilà dans la merde jusqu'au cou. Je pense que j'ai fait une grosse connerie et que j'ai intérêt à trouver Jippo avant qu'il me trouve. J'arrive chez moi et me demande si c'est prudent de rester là avec d'un côté les gars de Milan et de l'autre cette affaire-ci. Au point que lorsque le téléphone sonne, je réponds pas. Je fais dans la culotte, je réponds pas. J'écoute le message, c'est ça le qui menace. Je dois rappeler. Je pense, et c'est bien la première fois, que ce que je sais, vaut mieux le dire aux flics. Pourquoi? Un drôle de pressentiment maternel me laisse croire que je suis seule à savoir. L'envie d'appeler l'inspecteur pour lui demander les résultats de l'autopsie. L'envie que je réprime. J'ai tous les éléments pour savoir ce qu'il s'est passé entre les deux et je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils ont trouvé dans son sang ou dans son ventre. Nous ne parlons plus avec mon mari. Nous n'en sommes pas capables. Qui sait quand nous le serons? Il est couché sur le lit. Il a retiré ses chaussures et son veston. Je cuisine un tas de choses qu'aucun de nous deux ne pourra avaler. Je cuisine tout ce qui me tombe sous la main, de mon mieux. Il y a un trou de plusieurs heures entre celle où j'ai vu Lisa vivante et celle où je l'ai retrouvée morte. J'essaye de combler ce trou. Hier, samedi, elle s'est levée tôt, nous sommes restés ensemble toute la matinée, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Nous sommes partis faire les courses ensemble. Nous avons parlé de son enfance. Elle voulait savoir des choses sur moi et papa avant sa naissance quand elle venait de naître. J'ai pensé qu'elle avait l'intention de se marier, qu'elle désirait un enfant, mais je n'ai rien dit. Je ne connais même pas son petit ami. Nous avons déjeuné tous ensemble, elle, papa et moi. Mario nous a raconté brièvement sa journée de travail, il était fatigué. Puis il est parti lire le journal aux toilettes. Elisa devait sortir. Elle m'a embrassée et la porte s'est fermée derrière elle. Pour toujours. Mais savait-elle qu'elle partait mourir? L'inspecteur m'a demandé si, sur les bases des données en ma possession, Elisa était un sujet à risque. Qu'est-ce qu'un sujet à risque? Les sujets à risque, savent-ils qu'ils sont sujets à risque? Je pense au baiser qu'elle m'a donné avant de partir. Je pense à toutes les questions qu'elle m'a posées hier matin. Est-ce la conscient d'un sujet à risque? Je pense à tout ce que je connais de son milieu, ses copains, ses copines. Nous en avons beaucoup à déjeuner, même récemment. Mais étaient-ce vraiment ses copains ou seulement ceux qu'elle m'autorisait à voir? Et ce que j'ai vu d'eux était-ce vraiment eux ou seulement une façade? N'aurais-je connu que le docteur Jekyll de ses copains? Y aura-t-il un Mr. Hyde de ma fille que je ne connais pas? Est-ce cela qui a fait d'elle un sujet à risque? Je pense au sourire d'avant, au sourire d'après. Et à quoi ressemblera le Mr. Hyde d'Elisa? J'arrête de couper les carottes et je vais dans sa chambre. Je m'assieds sur la chaise au milieu de la chambre. J'ai honte. Je trouve son carnet. Je lis les dernières pages. Citation des livres que je lisais à son âge. Mon mari me surprend. Je referme le carnet brusquement. Et je lève les yeux. Il est debout sur le pas de la porte, il me dit rien. Chaque banalité que nous échangeons est un roc. Je pense que depuis la naissance d'Elisa, j'ai cessé de l'appeler Mario, je l'ai appelé papa. Devrais-je recommencer à l'appeler Mario? N'est-ce pas le monde à l'étranger? Je comprends qu'aujourd'hui je commence à lutter contre la folie. Le téléphone sonne. Jippo, réponds! Jippo, c'est moi! Jippo, réponds, c'est moi! Peut-être un t'as fait quoi? Non. Bingo! Il se démarre pas trop mal, non? À ce moment-là, il est rentré chez mon mec, comme ça, comme un grand, ce monde-là. Il a trouvé la part vide, le petit bordel, puis il a écouté le répondeur et il est tombé là-dessous. Par contre, il a appelé ma mère pour savoir s'il s'agissait bien de moi ensuite il va faire les maths. Le pauvre, il s'est encore rendu compte. Lisa Orlando s'est levée tôt. Apparemment de bonne humeur, elle a pris son petit déjeuner avec sa maman et elles sont parties faire les courses. Elle a déjeuné avec ses parents et a quitté la maison vers 15h. C'est la dernière fois que monsieur et madame Orlando vu leur fille vivante. Ils ont passé l'après-midi ensemble à la maison, entre la télé et le journal. Le soir, la mère a dîné avec des amis, le père avec des collègues de bureau en banlieue. Le père est rentré à la maison vers minuit et madame après 2h du matin. Elle a demandé à son mari si leur fille était rentrée. Il a répondu non. À 4h30, ils ont commencé à s'inquiéter sérieusement et se sont fait connaître comme parents de la victime. J'ai un trou de 5 heures durant lequel on suppose qu'Elisa était avec Jippo. Il pourra avoir été ici ou ailleurs, mais je n'ai pas de témoin pour ça de temps. Je dois relever les empreintes, mais je n'ai pas demandé à pour faire débarquer la police scientifique. Alors je décide d'emmener les empreintes chez moi. Je prends un sachet plastique, j'y fonds 2 bouteilles de bière vide et 4 versales qui traînent. Je sors avec ma vaisselle sale et je les mets dans ma voiture. J'ai la photo d'Elisa, un croquis de cette nuit d'hier et la photo signalétique de Jippo. Elle vient souvent, tout le monde la connaît, mais hier, Personne ne l'a vue. Je remonte dans ma voiture et poursuis la reconstitution.
Je sais qu'entre 21 et 23h, Elisa devait être au macaque en compagnie d'individus non identifiés. Après 23h, elle quitte le bar, probablement avec les personnes avec qui elle y était rentrée. Vers 1h du matin, dans un endroit non encore identifié mais plus reculé que celui où on a retrouvé le corps, un homme lui assène un coup sur l'os zygomatique gauche. La violente tombe sur l'asphalte en s'écorchant, ce qui entraîne une légère contusion à son flanc gauche. L'agresseur la bourre de coups de poing et de coups de pied avec ses chaussures. La fille Orlando perd connaissance. L'agresseur frappe jusqu'à ce qu'elle meure des suites d'une hémorragie interne due à l'explosion de la rate et à la rupture de l'artère splénique. L'agresseur La charge dans le coin d'une voiture et la dépose là où le corps a été trouvé ce matin à 4h. L'assassin La déshabille et la jette dans un fossé, probablement pour faire croire à un viol, ou parce qu'il craint que les vêtements ne portent ses traces. Le sang relevé sous les ongles de la victime est malheureusement celui de la victime. Le lieu du crime, en plein air, protégé, asphalté, probablement marqué de nombreuses traces de sang, n'a pas encore été localisé. Les vêtements ont sans doute été jetés dans un conteneur à ordures ou ailleurs. Ainsi que les vêtements et les chaussures de l'agresseur. Ainsi, tout comme il est probable que le tapis de la voiture où la vie Orlando a été transportée ait connu le même sort. Tout comme il est probable que l'assassin abrace sa voiture ce matin, ainsi que des millions et des millions de personnes filent à leur voiture tous les dimanches. J'allume une cigarette. Voilà les brûlures d'estomac qui commencent. Je veux y croire, je veux qu'on affaire ne soit qu'une affaire de drogue. Je le veux pour neutraliser la violence. Le tableau se brouille, il fait noir. Je sens dans mon ventre les coups de pied qui ont tué la fille Orlando. Je me réveille, 1 heure plus tard à l'hôpital. Ma femme me tient la main. Elle est noire de colère. Nani, nani, puyo nani, puyi shoru nani. Nani, nani, puyo nani, pace kama maroyi. Italie, c'est petite blague, on va s'en servir jusqu'à la Jeep. Voiture de luxe, voiture petite, camion. Mec avec sa chemise, mec avec gros bras et celle qui pue. Moto de voiture, petit camion, brutal avec salle de bain sur le palier. Et froid. Mon pays était beau. Tous les jeunes pouvaient étudier, tous les adultes pouvaient travailler. Je pouvais vivre avec ma maman et la famille et enseigner la musique. Mais sans musique, je sentais seulement la guerre. Alors avec les yeux mouillés, je suis allée voir parents pour expliquer que je devais partir pour trouver nouveau lieu. Où pouvait être la musique et où je pouvais être moi. Et mon père a donné les quelques dollars qu'il avait mis de côté à des gens qui pouvaient me faire aller en Italie. Pays de Vivaldi, Puccini, Ramazzotti. J'ai fait long voyage affreux et puis, quand je suis arrivée en Italie, les hommes qui s'étaient d'accord avec mon père m'ont emmené dans une vieille maison de campagne avec autre vie de mon pays. Puis les hommes arrivent et je leur demande papier pour pouvoir sortir pour trouver travail. Et eux ils disent qu'ils donnent pas des quand j'ai fini de les payer. Et moi, comment je fais pour payer si je peux pas changer de travail? Alors ils disent que me trouve ce travail Et ils l'ont fait. Italie, c'est petite place devant la Jeep, c'est bouche, chatte, nichon et cul. Bidon qui brûle pour avoir un peu chaud. Copine qui parle ma langue. Pas de papier et attention police. Italie, C'est juste un truc italien à l'intérieur de moi. Ils en sont une étape importante. L'enquête se resserre autour de Gipo. À son domicile, ils ont retrouvé certaines de mes empreintes datant probablement d'hier après-midi. Ensuite, nous sommes allés au bar Le Macaque ensemble. Ensuite, un témoin nous a vu nous disputer violemment à la sortie. Ce jour-là, Gipo portait des baskets, alors que les coups portés sur la victime ont été avec des chaussures à semelles de cuir. Il y a encore entre 3 heures entre la dernière fois où on s'est vus ensemble et l'heure du décès. Ma mère demande les résultats de l'autopsie. J'aime. Elisa a eu un ou plusieurs rapports sexuels et une quantité absorbée indéfinie de hashish et de cocaïne. Désolée, maman. Les coups portés sur la victime ont été par un adulte de sexe masculin. Les policiers souhaiteraient fouiller mes affaires. Tu savais, toi, qu'Elisa se droguait? Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne tient pas ça de moi. Ce n'est pas moi le papa pétard. Peace and love. J'arrive. J'attrape un couteau de cuisine, je suis immobile devant la porte, le couteau caché dans mon dos. J'ouvre la porte. Oh putain de fils de La plus grosse clé anglaise que j'ai jamais vue va vers mon crâne. J'esquive, je balance mon couteau. J'ai mal, de mon bras ça passe direct au crâne. Et devant moi, ce cours de chip pour le genou fiché dans le sol. Mon couteau à cuisine est planté
arbre, debout face au mur. Mais comment tu veux qu'on fasse, putain? Tu vois pas comment on est arrangé? Mais putain, appelle une ambulance, tu vois pas que je suis en train de me vider? Agent Caminati, poste 1, j'ai arrêté 2 gars, ils sont blessés. Je demande du renfort et une assistance médicale. Oui. Oui, bien sûr, inspecteur. Je l'ai fait l'année dernière, comme vous dites. Tout ce que vous voulez, c'est pas moi, il faut pas me coincer. Votre collègue est de mèche avec leur Luna pour me coincer. Mais moi, j'ai jamais rien eu à voir avec ce gars, rien. J'aime pas ce gars. Non, je voulais pas le tuer, j'avais peur parce qu'il voulait me faire chanter. Oui, votre collègue, pas la Luna. Je comprends pas ce que le type comme lui fout en liberté. Il devrait être en tôle. Comment? Ce matin, j'étais chez moi. Arrête, moi avec les mains, s'il vous plaît. Vous étiez chez moi ce matin? Vous y étiez? Moi? Je devais être sortie. Oui, j'étais à peine sortie. J'étais dans ma voiture. Oui, ça va, je me taillais parce que j'avais la trouille. La ruina me fait chanter, je vous l'ai dit. Et c'est pour ça que je me tirais. Oui, puis je suis revenue parce que je voulais... J'ai pensé que je pouvais faire un deal avec la Ruina. Je suis quelqu'un de raisonnable. Avec la clé anglaise, oui, bien sûr. Il avait bien un couteau, lui. Alors moi, j'ai emmené ma clé anglaise. Oui, mais du calme. Il voulait des sous, il avait des problèmes avec des types qui lui réclamaient des sous et il voulait que je lui en donne 2,5. Je vous l'ai dit pourquoi, j'ai jamais rien eu à faire avec ce gars. Il était d'accord avec votre collègue, si je ne lui en donnais pas, il me mouillait dans l'affaire d'Elisa. Alors j'ai eu la trouille. Homicide. J'ai détalé et puis je suis revenu. Elisa Orlando, C'était ma copine. Ouais. Je savais même pas qu'elle était morte. La dernière fois que je l'ai vue, c'était avant-hier. Oui, vous avez raison. Hier après-midi, elle était chez moi. ensemble. Oui, et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Je me souviens pas. Je vous l'ai dit, j'étais vraiment out. Je me souviens de rien, putain. Mais je l'aurais pas tuée. Moi, je fais pas ces choses-là. Moi, je l'aimais, putain. Elle est morte. Comment? Oui, j'écoute, ok. Oui, à 3h, elle était chez moi, je confirme que c'était convenu. Puis, vous voulez dire qu'on était à la maison? Toujours les mêmes choses. Oui, 2 bières. 2 bières, c'est vrai. Puis on s'est fait quelques pétards. Et on a pris une ligne Avant de faire l'amour. De la canne que j'achète, moi je vends pas. Hein. Oui, on est allé au macaque, comme vous dites. Et puis, on a bu un peu, et la Ruina est arrivée. Et j'ai acheté de la canne, mais pas beaucoup. Parce que j'avais pas un rond. Non, j'avais rien, je suis pas une banque. Inspecteur, moi je suis dans la merde avec les sous. La Ruina se plaint parce qu'il a une dette, mais moi je suis pas mieux loti. On va me casser les jambes. Au macaque, c'est Elisa qui paye à boire. Vous imaginez de quoi j'avais l'air? Au macaque, je paye la canne et Elisa paye à boire. Je sais pas à quelle heure. 11h? Oui, ça se peut. On vous a dit qu'on s'engueulait? Qui vous a dit ça? Ok, c'est pas mes affaires. On s'engueulait parce que, normal, non, entre amoureux. Des fois c'est les bleus et des fois ils drachent. Non, vous fâchez pas, j'essaie de me souvenir, je fais un effort. Les sous, oui, l'histoire des sous, sauf que... Non, elle était pas fâchée parce qu'elle avait dû payer, c'est simplement qu'elle aime bien un genre de vie, se faire des lignes, se péter la tête. C'était chic, en fait, quand ça tombe bien, elle s'éclatait grâce à moi. Et les jeunes s'habituent, vous voyez. Mais moi, j'avais le problème des sous, que j'ai toujours, putain de merde, mais c'est un problème passager. C'est des choses qui s'arrangent et tout redevient comme avant. On était tous les deux bien aimés, On était tous les deux bien éméchés à ce moment-là de la soirée. Elle était fâchée parce que j'étais à sec et que j'avais même une grosse dette que je lui avais pas dite. Moi j'étais pas fâchée. Enfin, c'est-à-dire... J'ai pensé que... J'étais fâchée parce qu'elle voulait pas comprendre. Comprendre quoi? C'était notre problème à 2. Et qu'on tu devait fallait le résoudre résoudre à à 2. Je sais pas, il devait être 11h. On était à peine sortis du bar. C'est-à-dire... J'ai pensé que si j'aimais bien mon rôle de mec, que je payais tout pour qu'elle s'éclate quand on sortait, je devais aussi assumer la responsabilité en cas de problème et m'imposer et pas me laisser attendrir par ses pleurnicheries et tout ça. Oui, alors voilà, j'ai pensé que si elle faisait que trottoir, en 1 ou 2 soirées, on pouvait récupérer les quelques sous dont on avait besoin pour remonter la pente et s'en sortir. Mais elle voulait pas.
À aucun prix. Alors je lui ai foutu 2-3 baffes, mais en douceur. Elle s'est mise à pleurer, mais comme j'avais décidé, on s'est fait 2 lits, un paprika, et dans la voiture, j'ai eu une idée. Pour la consoler, pour pas qu'elle prenne ça mal, je lui ai dit que c'était pas nécessaire qu'elle jouisse, que ça lui plaise, voyez, qu'elle avait qu'à penser à moi pendant qu'elle le faisait avec d'autres. Alors j'ai décidé qu'on pouvait le faire tout de suite, comme ça, quand elle le ferait avec d'autres, elle pourrait s'en souvenir. Oui, on l'a fait dans la voiture, c'était pas top. Peut-être aussi toute cette histoire avait un peu assisté. Je l'ai conduite au périph', près de la pompe à Jeep, et je lui ai dit que je resterais de l'autre côté de la route pour contrôler les allées et venues, et qu'elle devait pas s'inquiéter. À minuit est arrivé un client, genre grosse voiture, BMW. J'ai pensé, voilà, si elle est pas conne, là elle peut déjà se faire un max. Elle est montée dans la voiture. Moi je sais pas ce que font les mecs dans ces cas-là. J'ai vu la pute qui était avec Elisa, avec personne pour la mater, alors j'ai pensé, c'est normal comme ça. Non, je les ai suivis quand même. En essayant de pas donner des soupçons, pour pas donner des soupçons aux gars, sauf qu'à un moment, je les ai paumés. Oui, j'ai dormi dans la voiture. Non, je l'ai pas vu. La dernière fois que j'ai vu Elisa, il devait être minuit. Oui, je me suis réveillé à 5 heures. Je me suis précipité vers la petite place, elle y était pas. Son téléphone était dans la voiture, elle m'avait pas appelé. J'ai pensé qu'elle était sûrement fâchée et qu'elle avait pas ramené un rond. Bref, j'ai appelé 2 fois chez elle, mais personne n'a répondu. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais je devais des sous. Et Elisa, je savais pas où la trouver. Alors comme ça, je me suis tirée, puis Darlene m'a appelé. Voilà tout. Policier me fait voir photo de jeune fille. Oui, hier elle a travaillé avec moi. Avant, je la connaissais pas. Il me demande de BMW. Je dis que je connais pas les voitures. Je sais juste qu'elle était de luxe, grosse et noire. Il me demande si je connaissais le conducteur. Je dis que non, je le connaissais pas. Il me demande si selon moi le conducteur était méchant. Je dis que non, quand jeune fille est revenue, elle allait bien. Mais elle était triste et saoule. Selon moi, c'était la première fois qu'elle faisait le travail. Elle me demande si j'ai vu son fiancé. Mais non. Je trouve ça étrange que jeune fille et copain, quand elle fait un travail comme ça, elle va à la cabine du téléphone, elle ne le trouve pas. Elle revient à la place, s'assoit par terre, car elle est fatiguée et froid. Très. Le policier me demande alors quand c'était la dernière fois que j'ai vu jeune fille. Et là, je raconte qu'est arrivé monsieur avec voiture. Moi, je parle avec eux, c'est-à-dire celui qui conduit, parce que l'autre il dormait. Celui qui conduisait était juste venu chercher 2 jeunes filles pour s'amuser un peu. Mais je pense pas que mon ami veuille travailler encore. Et là, il me montre beaucoup d'argent. Et il me dit toutes les 2. Alors, je vais chez jeune fille de la photo et j'explique la situation. Et puis elle me répond comme tu veux. Mais moi, ça me paraît bizarre comme tu veux. Et j'ai besoin de travailler. Alors je la prends et nous montons dans la voiture. Et là, le gars qui conduit parle un bon bout de temps. Et puis un qui était en train de dormir derrière se réveille. Et l'autre qui conduit lui dit surprise, voilà 2 belles jeunes filles. La mienne, c'est la métèque. Et puis là, il se passe vraiment un truc très bizarre. Parce que le gars qui vient de se réveiller, il se retourne, il nous regarde. Et là, la fille de la photo lui sort salut, comme s'ils se connaissaient. Et moi, ça me paraît vraiment bizarre. Bon, l'autre dit oui, vraiment 2 belles poulettes. Alors nous arrivons. Le gars qui vient de se réveiller, la prend par le bras, il part. Et moi, je travaille avec le gars de voiture. Alors, policier téléphone à son chef, et moi j'espère qu'il ne me dit pas de mensonge, parce que j'entends le téléphone. Il me dit d'y penser 5 minutes, et si je suis d'accord pour retravailler avec lui, il me met dans le programme de protection, et à la fin il me donne les papiers italiens, parce que son chef est d'accord. Je fais semblant d'y penser 5 minutes, mais en réalité je décide tout de suite. J'ai confiance en lui, parce que moi cette vie-là, je ne peux plus la vivre, et s'il doit me tuer, tant pis. Il y a ceux qui naissent pour vivre, et ceux qui naissent pour mourir, comme la jeune fille de la photo. Espérons pas moi. Comme ça, il me fait regarder un journal de voiture et moi je connais celle de l'homme qui est avec elle. Elle s'appelle Punto Rouge. Alors je commence à travailler avec le dessinateur et nous passons beaucoup de temps parce que j'ai du mal à me souvenir de son visage. À la fin, on a un portrait qui lui ressemble un peu, même si je suis pas sûre. Alors nous appelons le policier tout à l'heure et lui regarde bien le dessin. Il me demande si je suis sûre. Je lui dis que non, que nous avons fait de notre mieux, mais que c'est vraiment difficile de se souvenir. Alors le policier veut rester seul un instant et il me fait sortir. Un jeune homme gentil m'apporte un thé chaud et bavarde un peu avec moi. Quelques instants plus tard, le policier revient avec une nouvelle photo. C'est lui, c'est l'homme qui est avec elle, j'en suis sûre. Alors le policier dit un gros mot tout bas et se prépare à sortir très vite. La 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 Ma chérie, où iras-tu? Je vais là,
dire que l'arrestation de mon mari m'est surprise. Bien sûr, je ne m'y attendais pas. Mais la mort d'Elisa, je ne m'y attendais pas non plus. Cela fait partie des choses qui arrivent, mais auxquelles je ne m'attends pas. La police est venue ici et a arrêté un certain Mario, Une pute qu'il a connue. Aujourd'hui, il m'avait l'air d'être quelqu'un d'autre. Je suis revenue en arrière dans mes souvenirs et il est devenu de plus en plus étranger à tout. Tandis que je dînais avec mes amis, mon mari sortait sous d'un dîner d'ingénieur. Son ami Albert, son ami Andrea lui a proposé d'aller au pute pour faire l'année aux épouses respectives. Mario a vomi un peu de grappin, a accepté en rigolant. Puis il s'est endormi dans la voiture d'Andrea. Il s'est réveillé devant la gîte du périphérique, là où nous prenons souvent l'essence ensemble, là où il regarde toujours de l'autre côté de la route les putes me disant les pauvres, quelle vie. Lorsqu'il s'est réveillé, son ami Andrea lui en a fait trouver 2 sur la banquette arrière. Il a raccompagné Mario jusqu'à sa voiture et l'a laissé là avec Elisa. Et il est parti s'envoyer la sienne. Ils se sont regardés. Il n'a pas pu l'appeler Elisa. Elle n'a pas osé l'appeler papa. Elle lui a souri. Le sourire s'est transformé en rire. Mario a essayé de l'interrompre avec une chiffre. Ma fille s'est écroulée par terre en s'étranglant de rire. Mario l'a frappé jusqu'à ce qu'il entende le silence. Et dans le silence, la mort. Il a chargé le corps d'Elisa dans le coffre de la voiture. Il est allé dans une autre ville, dans une autre rue, l'a déshabillé et l'a jeté dans un fossé. Il est rentré à la maison, s'est changé, a mis ses affaires tachées de sang avec ceux d'Elisa dans un sac à ordures. Puis il est sorti les jeter dans un conteneur. Il est revenu à la maison, puis s'est mis dans le lit, où je l'ai retrouvé 1 heure plus tard. Je lui ai demandé si Elisa était rentrée. Il m'a répondu non. On a fini par l'arrêter. Et il n'a opposé aucune résistance. Une jeune fille est morte et une maman a perdu toute sa famille qui semble n'exister plus depuis longtemps. Une pute a été retirée des rues et la préfecture lui filera peut-être des papiers italiens. Notre petite ville est devenue célèbre à la télé et hier nous avons eu un grand meeting sur la sécurité. Le ministre a dit que la lutte contre la criminalité était une priorité, qu'il fallait éradiquer la racaille. Le juge a ajouté que tous leurs efforts visaient à éradiquer la racaille. N'empêche que, sans dealer et sans pute, ils n'auraient jamais résolu l'affaire Orlando.